Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. On est à l'épisode 11 déjà. Pour rappel, Podium, c'est tous les lundis, on vulgarise l'actualité digitale pour les entrepreneurs. Comme ça, c'est un petit format assez court de 15-20 minutes qui vous permet d'être à jour sur ce qui se passe dans le monde digital et pouvoir améliorer vos performances digitales aussi. Salut Jérôme, bienvenue dans cet épisode. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Salut Julien. Alors aujourd'hui, 3 sujets comme d'habitude au programme de cet 11e épisode. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est BeReal, un nouveau réseau social de jeunes. Donc si vous ne le connaissez pas, voilà, comme moi, vous êtes peut-être dans la tranche d'âge qui n'est plus concernée par les réseaux sociaux de jeunes, mais on va vous en parler et pourquoi c'est intéressant et important. On va aborder après tout ce qui est Discovery Solution pour le retail, donc tout ce que Google annonce comme innovation, et là tu nous en toucheras un petit mot. Et le dernier sujet du jour qui est un changement majeur à venir qui est fait au niveau de Twitter, qui devrait permettre d'éditer des tweets, chose qui était interdite pour le moment, où vous faisiez une faute, tant pis pour vous, la faute était là. Donc, changement majeur à venir au niveau de Twitter. Ok, excellent. Eh bien, commençons alors avec la 3e place de ce podium. Tu nous parles d'un nouveau réseau social qui arrive. Dis-moi en plus, j'étais pas au courant non plus. J'avais jamais entendu ce BeReal, nouveau réseau social qui arrive. Qu'est-ce que c'est ? Toi et moi, on est trop vieux pour ça. On n'est plus dans la cible, on n'est plus dans la target. Donc, BeReal, c'est un de ces nouveaux réseaux sociaux de jeunes. Vous allez dire, ah oui, ok, on a déjà parlé de TikTok, je vois bien Snap, j'ai déjà entendu parler aussi. Facebook, c'est pour les vieux. Mais donc voilà, on a un nouvel entrant qui est sur le marché. Alors, nouvel entrant, oui et non, donc ça existe depuis 2020. C'est un réseau social qui a été créé en France, mais qui décolle depuis ici, début de l'année, avec plus de 30% d'utilisateurs. Alors, on n'a pas encore un immense volume d'utilisateurs, mais ça fait quand même un petit peu parler. Et donc, dans ce réseau social de jeunes, qui vise vraiment ce que Facebook visait au début, donc c'était un petit peu tous les gens qui sont à l'université, qui sont au collège, toi, tout le côté, on va dire, 18, 20 ans, ou toi, ces premières années après les humanités. Dans ce réseau social, c'est assez simple. Tu reçois un message par jour, une notification, et à ce moment-là, tu vois le message de tous tes amis. Alors, quels sont ces messages ? C'est pas compliqué. Tu prends une photo de toi de face et tu le prends dans l'autre sens, un peu ce que faisait Frontback. Et voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre. Tu reçois une notification par jour. Tu vois le contenu de tes amis. Je pense que tu peux le liker et tout ça. J'ai pas été dans tous les détails. Mais en tout cas, c'est une tentative en plus ou un niveau social en plus qui arrive pour se mettre sur le marché plus des jeunes qui pourraient être regardés, copiés par différentes plateformes. Alors, on sait bien que Meta et Mark Zuckerberg est devenu le champion numéro 1 de la spécialité, de regarder ce qui se fait à côté, à droite, à gauche. Les stories, c'est sympa, je le fais. TikTok, c'est sympa, je mets des reels. Donc, est-ce qu'ils vont mettre ces nouvelles fonctionnalités ? J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est assez intéressant à regarder. Mais pour la petite anecdote, je l'ai installé sur mon téléphone. J'avais que 10 amis et c'est les 10 plus jeunes parmi mes contacts. Et de honte, j'ai pas osé m'inscrire. Donc, je suis resté en arrière. T'as pas été jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout. En tout cas, j'ai un profil, mais j'ai pas osé inviter mes contacts. Donc, si jamais vous êtes dessus, faites-moi une fleur, ajoutez-moi. Tu seras pas tout seul sur la plateforme. Les vieux qui vont sur les réseaux sociaux des jeunes. Voilà. Mais donc, voilà, retenez, vous en entendrez peut-être parler. On n'est pas encore au niveau d'un réseau social qui soit intéressant pour des marques. Même si on pourrait déjà se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que marque sur ce réseau social ? Est-ce qu'il va déjà avoir des personnes influentes sur ce réseau social ? Mais donc, c'est une nouvelle philosophie, ou en tout cas dans ce côté, sortir du côté frénétique des notifications, du côté publicitaire, du côté contenu dans tous les sens. On revient aux bases, du contenu qui engage avec des copains, avec des copines, et on reste sur cette plateforme qui est gentille, qui est, on va dire, un peu l'opposé de ce qui est devenu Facebook, alors que Facebook n'était pas ça aux origines. C'est ça, les autres réseaux sociaux, comme tu dis, poussent à la surconsommation de contenu, c'est-à-dire votre fil d'actualité, que ce soit sur les stories, les reels ou même le mur Facebook, c'est la même chose que le casino. On swipe parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après, on continue de swiper pour voir ce qui va arriver par la suite, et donc on consomme une quantité incroyable de contenu. Ici, d'après ce que tu m'expliques, c'est une consommation de contenu qui est un petit peu, je vais dire, bridé, où on va à l'essentiel un moment de la journée avec une notification où on voit le contenu intéressant de ses proches, de ses amis, et pas le contenu de la terre entière, et on passe des soirées entières à regarder des TikTok ou des Reels. Donc voilà, à voir effectivement quelle sera la valeur ajoutée ou de quelle manière ça va continuer dans le temps. C'est un petit peu l'histoire de tous les réseaux sociaux qui sont naissants. Il y a une espèce de hype, ça atteint un plafond, et puis après on voit ce qui se passe un petit peu comme on l'a eu avec Clubhouse, donc le réseau social qui avait décollé, qui était uniquement au niveau de la voix, qui a été copié d'ailleurs par tous les autres. Maintenant, j'aurais du mal à te dire ce que c'est devenu. Donc ici, voilà, retenez juste, si vous voulez un peu frimer en société,
ou si vous avez une agence qui vient vous proposer un plan média, dites-leur vous connaissez BeReal. Mais plus que ça, pour le moment, voilà, c'était plus pour l'information. Et c'est un sujet qui est peut-être un peu moins sérieux que ce qu'on fait d'habitude. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'être tenu au courant. Et si vous voulez l'installer, installez-le. Mais si vous avez le même âge que Julien et que moi, ne vous attendez pas à avoir des hordes de personnes dans vos contacts qui soient aussi présents sur la plateforme. Top. Bah, écoute, ouais, c'est toujours bien de garder un œil sur ce qui se fait, de voir un peu ce qui sort. Bon, ce sera peut-être très sommaire, ce sera peut-être un coup d'épée dans l'eau et ça tombe dans 2 mois, on n'entend plus parler, mais qui sait, c'est peut-être le futur gros réseau social ou la future fonctionnalité qui va apparaître partout derrière. On le verra dans les semaines à venir. En tout cas, on aurait été parmi les premiers à vous le présenter ici, donc c'est cool. Je te propose de passer sur la seconde marche de ce podium aujourd'hui. On sort de l'univers réseaux sociaux, on part dans l'univers Google et plus précisément dans l'univers de l'e-commerce. Donc c'est une news qui est sortie directement chez Google via Google Cloud. Donc ça s'appelle Discovery Solution for Retail. En fait, Google est parti du principe et surtout parti de ces études qui montrent que sur les sites e-commerce, vous avez régulièrement des moteurs de recherche. Voilà, vous avez par exemple pour prendre un des plus gros sites sur Zalando, vous faites une recherche. Et cette recherche vous donne des résultats. Et ce que Google s'est rendu compte, c'est que bien souvent, et sur beaucoup de sites, les résultats qui sont donnés ne sont pas extrêmement relevants. Certains résultats qui sont donnés ne correspondent pas nécessairement à la recherche, et vous avez déjà tous eu le cas où vous allez sur un site, vous cherchez après un produit, et on vous donne des produits, mais pas exactement ce que vous cherchez, ou alors vous cherchez par exemple une taille spécifique, et on vous donne pas les bonnes tailles, ou vous cherchez un modèle spécifique, et on vous donne d'autres modèles. Et en fait, Google s'est rendu compte que les moteurs de recherche à l'intérieur des sites, qui sont construits par les développeurs ou par des plugins, sont pas toujours extrêmement bons pour comprendre l'intent, comprendre exactement la sémantique et ce que les gens recherchent. Google, plus gros moteur de recherche, qui a le moteur de recherche le plus performant, s'est dit quoi ? Ben tiens, voilà, pourquoi on proposerait pas notre solution, donc notre moteur de recherche, notre intelligence artificielle, aux e-commerçants pour qu'ils puissent l'installer sur leur site et que les moteurs de recherche sur les sites deviennent plus performants et donnent du contenu plus relevant pour finalement derrière faire quoi ? Augmenter le taux de conversion sur les sites. Parce que voilà, si vous cherchez un produit ou un modèle spécifique ou une marque, une taille spécifique et que vous avez directement ce résultat en premier, vous allez être plus susceptible de l'acheter directement que de devoir passer 15 ou 20 pages pour le trouver et l'acheter. Donc ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. La deuxième chose qu'ils vont faire aussi, donc ça comporte 3 points, ce Discovery Solution. Donc la première, comme je vous l'ai dit, l'intégration de l'intelligence artificielle Google, donc le moteur de recherche Google dans les sites e-commerce. La deuxième est la suivante. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'on connaît tous cette fonctionnalité sur Google. Quand vous allez dans Google Images, vous pouvez importer une image dans Google pour la retrouver des images similaires. Eh bien, Google va intégrer cette fonction dans ce Discovery Solution, c'est-à-dire que sur votre site e-commerce, eh bien, vous pourrez intégrer cette fonctionnalité que l'utilisateur pourrait simplement importer une image dans votre site et ça lui retrouvera le produit sur votre site. C'est on ne peut plus intéressant, notamment dans la mode, par exemple. Imaginez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez passer un sac, ou vous voyez passer un vêtement, vous en faites une capture d'écran, ce que les gens font beaucoup. Bien, vous pourrez l'importer à terme dans un site d'un e-commerçant et voir s'ils ont des produits similaires à cet outfit que vous avez vu, ou ce sac, ou cette paire de chaussures. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant comme solution. Et la dernière chose qu'ils mettent en place dans ce pack de 3 solutions, si vous voulez, c'est la personnalisation de l'expérience shopping. C'est-à-dire, vous l'avez tous vu, vous ajoutez un produit au panier et alors le site va vous faire des suggestions. Ok, ce produit pourrait vous intéresser, achetez ce produit-là avec ce produit-là, le bundle est pas mal. Mais souvent, voilà, c'est pas extrêmement intéressant, ou alors on va vous mettre simplement les best-sellers ou les produits les plus vus. Eh bien ici, Google, avec son algorithme qui est effectivement plus puissant que les autres, ça faut leur laisser, va permettre de vous faire des suggestions qui sont un peu plus poussées et un peu plus personnalisées par rapport à ce que vous faites sur ce site, par rapport aux autres pages que vous avez vues précédemment, pour pouvoir vous faire des recommandations un peu plus précises et un peu plus relevantes. Donc voilà, ces 3 solutions là, donc c'est tout nouveau, donc c'est assez bien foutu. Et l'idée de ces solutions-là, c'est pour permettre aux e-commerçants justement d'augmenter le taux de conversion, d'augmenter les achats, en facilitant justement le parcours d'achat, en le rendant plus simple, plus efficace surtout. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. On l'a pas encore testé. C'est quelque chose qu'on va faire dans les semaines à venir quand la solution sera dispo. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est une solution qui va être payante. D'accord, donc ça va être en termes de volume de recherche en fonction des pages vues sur le site et ce genre de choses. Il y aura un petit fee qui sera payé, donc ce sera pas 100% gratuit. On n'a pas encore les prix exactement de ce que ça va coûter, mais en tout cas pour la plus-value que ça peut apporter, je trouve ça vraiment pas mal. Ils ont bien évidemment fait leurs tests avec des gros acteurs comme Ikea notamment, qui ont essayé ça sur leur site avec des résultats apparemment probants. Donc quelque chose à tenir à l'œil si vous êtes un e-commerçant et que vous avez beaucoup de produits sur votre site. C'est intéressant à garder à l'œil.
Jérôme, je sais pas ce que tu en penses. J'ai quand même l'impression que Google veut venir encore plus loin, capturer la data qu'il y a dans les sites. Qu'est-ce qu'ils vont en faire après derrière eux de leur côté? Encore une black box à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont s'en servir de leur côté? Ou est-ce que ça va rester uniquement à l'intérieur du site de l'e-commerçant? On ne sait pas encore trop. On sait que Google ne va jamais rien faire pour le plaisir et les beaux yeux des e-commerçants. Donc, il y a toujours quand tu vois le revers de la médaille et qu'est-ce qu'il y a là derrière. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces solutions? Est-ce que tu penses que ça a un intérêt au niveau de l'e-commerce? Ben, ici, toi, le point de base, l'intuition qui est la leur, c'est de se dire, voilà, le problème qu'il y a sur un site e-commerce, c'est que bien souvent, l'expérience peut être décevante. Donc, tu arrives sur le site parce que tu sais que tu dois acheter sur ce site, mais par rapport à ce que tu recherches, bah, c'est pas top, ou tu peux avoir un drop entre, toi, l'image que tu as vue sur les réseaux sociaux ou sur une campagne display, qui était hyper sexy, tu arrives sur un site, honnêtement, c'est la croix à la bannière pour trouver l'information correctement. Donc, on peut louer, toi, l'intention qui est la bonne, qui est d'augmenter le taux de conversion. En disant, voilà, pour tous les gens qui rentrent sur le site, ce qu'on veut, c'est d'avoir un maximum de personnes qui achètent, ce qui est le rêve de tout commerçant. Ce qui est, je peux dire, pervers ici dedans, c'est qu'ils vont venir te vendre une solution, je vais pas dire qui est miracle, mais qui est bien plus efficace que ce que tu pourras avoir toi en développant ton module. Et donc, c'est une manière pour te rendre encore plus dépendant de solutions externes, des solutions Google. Comme ici, on en parlait juste avant l'émission, bah, le fait de mettre par exemple Google Maps sur ton site, c'est quelque chose qui devient payant. Donc ici, on va dire, voilà, on a des choses qui sont hyper bien foutues. Par contre, si vous voulez les prendre, il va falloir payer. Et effectivement, au niveau de la data, ben, tu parlais du fait d'importer des images. C'est un petit peu comme quand vous avez des captcha qui sont à la fin d'un formulaire en disant repérer sur les 9 points de l'image tous les points où il y a un passage piéton ou peu importe. Voilà, il y a toujours une contrepartie qui doit être faite d'une manière ou d'une autre. Il y a une contrepartie financière, parce que tu disais, ben, il va falloir payer pour accéder à ces services, qui sur papier me paraît stop. Tu n'as plus de casser la tête à demander à un dev de faire un moteur de recherche qui est de toute façon en dehors des standards, parce que les gens ont l'habitude de rechercher sur Google, ce que tu disais aussi en premier point. Donc, tu vas pouvoir l'intégrer. Donc voilà, à voir effectivement vers où ça nous mène, mais je doute que ça soit fait, toi, sans contrepartie quelconque, et que pour les personnes qui mettent ça en place sur leur site, au niveau de la data, bah, qu'est-ce que Google va faire avec ça ou grâce à ça, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous envoyez comme data supplémentaire à Google pour améliorer ses services. Vous le faites gratuitement. En plus, ils vous font payer et grâce à ça, ils chopent de la donnée. Donc, ils sont quand même peut-être. C'est quand même plutôt gagnant. Ils sont quand même plutôt gagnants dans l'opération. Ouais, on n'a pas encore de vue exactement sur ce qu'ils vont faire avec cette data. Après, une chose qu'il faut préciser aussi, quand vous intégrez ce moteur de recherche Google sur votre site, l'idée n'est pas d'importer des produits qui sont pas de chez vous sur votre site. D'accord, vous aurez la possibilité de dire à cet algorithme, ok, tu fais des recommandations, des suggestions, mais basées sur mon shop à moi, pas des shops externes. D'accord, donc c'est pas un moteur de recherche pour aller ailleurs, c'est vraiment au sein de votre site avec vos produits pour rester sur votre site. Je pense que c'était intéressant de le mentionner aussi. Donc, écoute, on verra dans les mois à venir. Je serais curieux de voir un site réel qui l'a. J'en ai pas encore vu de site e-commerce ici en Belgique qui l'ont installé. Je vais suivre ça de près pour essayer de vous trouver des exemples et voir un petit peu si voilà, est-ce qu'on pourrait le tester, est-ce qu'on verrait du bénéfice. Ok, top. On passe sur la première marche de ce podium avec une grosse news que tu nous amènes ici. 2 news en une. Twitter va permettre de modifier les publications. Effectivement, c'est une fonction qui n'était pas disponible. Ça fait écho aussi, vous l'avez tous probablement entendu, Elon Musk qui rentre à l'actionnariat de Twitter. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Tu vas nous en dire plus. Oui, alors c'est une grosse première marche. Donc, au niveau de Twitter, on pourrait se dire, voilà, le fait d'éditer un message, comme moi, historique sur la plateforme, ou en tout cas depuis, je pense, 12 ou 13 ans sur Twitter, le fait de pouvoir éditer un message, il y a 2 manières de le voir. Soit ce que je disais comme moi, en disant, ben voilà, en fait, on dénature Twitter par rapport à ce qu'il était, par rapport aux fonctionnalités. Ok, je comprends que ça soit une demande. Par contre, Twitter a toujours fonctionné comme ça. Ici, si on fait ça, on contrevient un petit peu à la nature même, à l'essence même de Twitter. De l'autre côté, tu pourrais dire, et je l'ai déjà vécu aussi, pour gérer des communications d'entreprise sur Twitter, malheureusement, il y a une coquille dans ton tweet. Il n'y a pas 20 000 solutions. Soit tu assumes la faute et tu le laisses comme ça, soit tu supprimes ton tweet et tu refais un nouveau tweet. Donc, je comprends des 2 côtés, même si mon côté historique sur la plateforme me dit que c'est un petit peu dommage de mettre en tout cas cette fonctionnalité. Ça fait partie du setup de base. Tu sais que quand tu arrives sur Twitter, ben, tu n'as aucune possibilité de modifier tes messages. C'est comme ça, point à la ligne. Si tu as fait une faute, bah, tu te fais avoir 1 fois, 2 fois, la 3e fois, tu fais quand même un petit peu plus gaffe. Donc,
Ici, effectivement, ça a été rendu public par un des développeurs, un des project managers de Twitter sur Twitter, en disant voilà, il y a un test qui est fait pour le moment et qui est uniquement disponible aux utilisateurs de Twitter Blue. Donc, c'est une fonctionnalité premium qui existe dans d'autres pays, pas chez nous, mais en Australie, aux États-Unis et peut-être encore un autre pays. Donc, c'est un abonnement que vous prenez. L'abonnement vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez souscrire à des profils. Vous avez différentes choses en plus. Donc, c'est en test, en tout cas à ce niveau-là. Et ça fait écho, et tu l'as dit, avec l'entrée dans l'actionnariat de Twitter d'une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, c'est pas n'importe qui, c'est Elon Musk. Elon Musk qui est le PDG, le CEO de Tesla. Alors, certains vont dire, Elon Musk arrive, bam, en un coup, la semaine après, ou dans les X jours, on a cette fonctionnalité qui arrive. Ce gars est trop génial. Il arrive quelque part, il met en place une chose qu'il avait lui-même demandé aussi depuis longtemps. Il avait déjà fait des sondages, et je crois que son sondage a recueilli 4 millions de votes. Donc, c'est de nouveau, c'est pas n'importe qui sur Twitter, c'est une personnalité qui pèse. On avait Donald Trump avant, il est plus là. Ici, on a Elon Musk. Par des prises de position à droite ou à gauche, c'est quand même une personne qui peut avoir de l'influence sur le cours en bourse d'une entreprise, sur le cours en bourse de sa propre entreprise. Il est capable de tout, de faire la pluie et le beau temps. Et donc ici, le fait de le voir arriver avec 9% des actions, certains ont vu un lien direct entre son arrivée et la nouveauté en termes de fonctionnalité, même si Twitter s'en défend. En se disant, voilà, on n'a pas attendu qu'il y ait un nouvel actionnaire pour mettre en place cette fonctionnalité. C'était dans notre roadmap. Voilà, le hasard fait bien les choses. C'est une pure coïncidence. Et donc, pour la petite blague, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais Elon Musk sur Facebook avait proposé de racheter Facebook. Donc, juste pour se dire, voilà, si je rachète une autre plateforme, je pourrais peut-être introduire différentes fonctionnalités. Mais donc, voilà, ici, on a vraiment une nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver, qui est quand même un game changer de dingue, qui est quand même un changement radical au niveau de ce qu'est Twitter, de ce qu'a été Twitter, et qui augure peut-être d'autres nouveautés, d'autres fonctionnalités, en tout cas d'un horizon qui n'est plus que ce qui était Twitter auparavant. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, en tout cas à deux niveaux, toi la possibilité d'éditer un tweet et surtout le fait que Elon Musk arrive dans l'actionnariat. Écoute, je suis assez aligné avec toi. Je pense que Twitter avait cette particularité d'avoir ce nombre limité de caractères et le fait que une fois que le tweet est parti, on peut plus le modifier, on peut plus le changer. Il est parti, il est là, faut l'assumer. Et justement, je trouve que ça faisait la particularité aussi de Twitter. C'était un des ingrédients de leur recette à eux que les autres n'avaient pas. Et je trouve qu'effectivement, si maintenant retirer ajouter plutôt cette fonctionnalité, quelque part, est-ce que tu perds pas un peu l'essence de ce qu'était Twitter? Après, c'est sûr, voilà, les outils doivent évoluer, ils doivent aller avec leur temps, mais je suis un peu d'accord avec toi. Après, en termes de marque, effectivement, ça va être beaucoup plus simple parce que ça arrive à tout le monde de faire une petite faute dans un tweet, ou ça évite de devoir le supprimer, de le refaire, ou alors de se prendre un bad buzz parce qu'on a fait une faute. Donc ça, je trouve que pour les marques et les pages entreprises, ça fait du sens, mais après, je trouve qu'on perd quand même un petit peu l'essence de Twitter. C'était pour moi pas la fonctionnalité la plus importante. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, je pense que, j'ai l'impression que Twitter est en train d'accélérer certaines fonctionnalités. On parlait dans un podcast précédent de Twitter Shop, où on peut créer son shop sur Twitter, taguer ses produits. Maintenant, il y a ces modifications qui arrivent. Il y a pas mal de choses qui changent au niveau de Twitter. Tu parles de Twitter Blue. Il y a pas mal de choses qui arrivent, j'ai l'impression, de plus en plus fréquemment. C'était pas le cas avant. Je suis pas un grand connaisseur de Twitter, j'y vais pas énormément, mais c'est l'impression externe que j'en ai. Maintenant, est-ce que le fait qu'Elon Musk arrive, est-ce que ça va accélérer les choses? Pas oublier qu'il a que 9%, c'est pas le CEO de Twitter non plus. Il est là, l'actionnariat, on ne sait pas quel poids dans les décisions, quel poids dans le développement de l'outil il aura. Est-ce que ça va aider ou pas aider? On le saura dans le futur, mais effectivement, c'était une drôle de coïncidence. En tout cas, je pense que c'était un bon coup de pub pour Twitter, et je pense que la semaine écoulée, tout le monde a reparlé de Twitter justement de ce fait-là. Donc, ils sont dans un momentum où il y a beaucoup de Twitter pour le moment, et donc ils essayent, je pense aussi, de faire rouler un peu la boule de neige pour la faire grossir. Donc, écoute, on verra ce que ça donne. Est-ce que notre cher Elon va nous sortir des folies sur Twitter enfin dans le futur? Ça remplira, je pense, les futurs épisodes de Podium. Ok, écoute, je te remercie Jérôme pour cet épisode qui était vraiment riche. On a dû limiter à 3 articles comme on le fait d'habitude. On aurait pu vous parler de 10 articles différents. On a vraiment plein de choses à dire. Il y a beaucoup d'actu en ce moment, donc c'est super cool, et ça nous permet aussi de varier un peu les sujets. Ici, on était sur un sujet un peu plus léger avec le nouveau réseau social plutôt que toujours la performance. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le 12e épisode. Ça va faire 3 mois qu'on a commencé, Jérôme, avec toujours le même rythme, toujours la même production, et on compte toujours sur vous pour vous inscrire sur YouTube. Suivez-nous sur YouTube, sur les réseaux sociaux, likez les posts, ça permet d'avoir plus d'engagement. On est à la course au like, on est à la course à l'engagement là pour faire grossir le podcast. Donc chaque petit like, chaque petit commentaire nous fait plaisir et nous aide à justement à continuer à produire ce contenu pour vous chaque lundi. Merci à tous. Ciao.
Ciao, salut.